L'Hexagone, le pays des gourmets, des palais et autres nez. Oui, en France, nous avons une tradition culinaire intense. En voici un sublime exemple, la soupe, qui est très populaire. Et ce n'est pas d'hier, hein. Les Français en soupe, oui, d'être les objets du pouvoir qui a pour but de les spoiler, voire de les réduire, et dans tous les sens du terme. Bon, attention tout de même, le Gaulois est quand même connu pour son esprit querelleur et surtout combatif. Bonsoir et bienvenue. Voici La France Libre, une émission du CTF-CH avec Philippe et Jean-Pierre qui va nous rejoindre d'ici un instant. Et vous, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors effectivement, le Gaulois, il a plein de réputations, dont celle d'être réfractaire. Alors ça m'a toujours amusé cette expression parce que ce sont les pots en terre réfractaires, hein, qui nous servent pour faire cuire la soupe justement du Gaulois, hein. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'être réfractaire. Il y a la façon du caractère et puis il y a la façon du plat de la soupe, hein, du pot à soupe. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de nous introduire là. Et puis, on va tout de suite, assez rapidement laisser la place au direct. Et ensuite, on viendra, si vous voulez bien, sur le sujet du soir, hein, voilà, qu'on a monté ensemble et sur lesquels on a quelques petites généralités à dire. On y reviendra. À toi, Sylvain. Très bien, nous allons regarder l'actualité en images. Un appel urgent aux parlementaires en vue du vote donc d'aujourd'hui, le 4 mars 2024. C'est Alexandra Orienco. J'ai envie de dire âme sensible. Attention, l'actualité en images tout de suite. Aujourd'hui est un jour historique, nous sommes le lundi 4 mars 2024. Je compte sur vous, chers auditeurs de ma chaîne YouTube, de mon compte Twitter, de mon compte Telegram, pour partager cette vidéo afin qu'elle soit rendue connue, portée à la conscience, à l'intelligence de nos parlementaires qui ont à charge de voter pour ou contre, oui ou non, à la révision de notre Constitution. Pensez-vous qu'il y a la moindre menace et la moindre justification à changer notre Constitution, en plus avec un flou complet? Parce que le texte que vous voulez apporter, je le cite, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. La loi détermine les conditions. Très bien, quelles sont-elles? Ah, pour le moment, les conditions sont à 14 semaines, le délai de 14 semaines. 14 semaines, certains parlent toujours d'amas de cellules, que c'est pas significatif, etc. Donc 14 semaines, c'est un amas de cellules, puisque vous aimez dire cela, un amas de cellules qui a un visage, un cœur, et qui a une autonomie à sucer son pouce. Et là, puisque la loi va déterminer les conditions, et bien des simples questions pour constitutionnalité vont pouvoir repousser ce délai, 14 semaines, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Il y aura, à partir du moment où vous l'inscrivez à la Constitution, vous savez très bien que vous n'aurez plus de frein et vous obligerez de facto les soignants à s'exercer dans cet exercice épouvantable qui serait d'avorter de plus en plus tard. Déjà, un bon nombre refusent. Sachez que quand une femme se présente au planning familial, ça n'est pas pour avoir un choix. La liberté ne peut s'exprimer que quand il y a un choix. C'est un peu comme la fameuse obligation vaccinale de Macron. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale, mais en fait, en guise de pas d'obligation vaccinale, plus personne n'a eu, un certain nombre n'ont plus eu le choix. Là, ce sera pareil. Vous le savez. Ou alors vous n'avez pas réfléchi. Et c'est pour cela que je vous fais cette vidéo. Oui, elle a tout à fait raison, cette dame, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, bon, elle appartient au système, elle fait partie des oligarques, comme nous les désignons chez nous, hein, à des personnes riches et qui font partie des décideurs, par son mariage notamment, mais pas que. Et on l'a vu entre les bras de je ne sais plus quel politicien américain connu, hein, du monde entier. Comment s'appelait-il déjà, celui qui agitait la fiole blanche de l'anthrax en disant que c'était à cause de ça qu'on allait envahir l'Irak. Donc c'était ce monsieur qu'elle embrassait avec beaucoup d'élan. Voilà, donc il y a des connivences qui fonctionnent plus que d'autres, mieux que d'autres, en tout cas à nos yeux. Et ce qu'elle dit, de toute manière, n'empêche que la vérité peut venir de tous les bords. Et ce qu'elle dit est vrai, bien entendu. C'est-à-dire que si on fait de l'avortement à 8 mois, là, on est dans la porte ouverte
à autre chose. C'est-à-dire qu'on récupère des bébés pour avoir des organes, pour récupérer leur sang, pour récupérer je ne sais quoi, pour je ne sais quel rituel. Ça peut aller très très loin. Donc tout ça, ça dépasse les termes de simplement une vision technico-technique de ce que c'est qu'un bébé. Elle parle de l'enfant qui suce son pouce. Pour elle, c'est un des critères importants. On a déjà affaire à une décision volontaire de vouloir sucer son pouce. Donc pour elle, c'est un enfant. Donc pour elle, c'est déjà un crime de l'interrompre. Ou en tout cas, c'est déjà une difficulté. Alors c'est 14 semaines aujourd'hui, demain ce sera peut-être 7 mois, on peut tout imaginer, hein, et voilà. Et c'est l'État qui va décider. Donc ça c'est plutôt effrayant parce que c'est pas forcément à l'État de décider ça, mais c'est encore plus effrayant de savoir que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui va décider à la place des États, justement, on est dans un phénomène de poupée russe, les plus gros en chasse les plus petits. Eh bien, à la place des États, l'OMS va décider s'il y a ou non une pandémie, et s'il y a ou non matière à confiner, ou s'il y a ou non matière à vacciner, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un monde qui nous emmène vers des solutions médicales compliquées. Où on nous dit que c'est pour notre sécurité, que c'est pour la sécurité de la mer, que c'est pour, je sais pas, également l'eugénisme, qu'il y ait moins de personnes sur cette planète, que sais-je encore. C'est encourager des jeunes filles à faire des enfants comme si c'était un jeu, alors que ça n'en est pas un, que ça ne l'a jamais été, et que ça a toujours été raccordé à un acte de naissance, ça a toujours été raccordé au divin dans toutes les religions du monde, y compris dans toutes les régions où il n'y a pas de religion, mais de toute manière, les enfants sont présentés comme un cadeau venant du ciel, et pas simplement des organes sexuels du mari et de la dame. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'elle évoque au travers de sa religion chrétienne. Je crois qu'il savoir qu'elle est catholique, et c'est ma foi, elle a tout à fait le droit d'être catholique. Donc voilà, donc elle évoque cette perdition de sens, cette perdition civilisatrice qui consiste à nous diriger dans les directions qui vont nous couper tout simplement du divin. Et oui, c'est comme ça que les choses avancent. Elle ne l'a pas dit, mais je crois que le fond du problème, il était là. Oui, Jean-Pierre, tu voulais nous dire quelque chose. Ah non, Vas-y. mais je veux bien dire quelque chose, effectivement. Oui, oui. Mais je me suis pas manifesté dans ce sens-là. Alors, je veux bien, effectivement, soutenir mon pouvoir de me sentir. Je me sens infiniment triste. Que des êtres des êtres soi-disant humains, puissent prendre des décisions pour d'autres êtres. Déjà, en premier. Et puissent prendre des décisions pour des mamans, pour des femmes qui portent un enfant. C'est à elle de prendre les décisions et c'est à la société de lui fournir tous les renseignements possibles qui puissent l'aider à prendre elle-même sa décision. Donc la tristesse, elle est là. Je ne connais pas. Enfin, c'est un besoin. Je crois que c'est un besoin de respect de la vie qui fait que voyant ce besoin massacré par des gens de la même espèce que moi, j'espère qu'ils sont de la même espèce, je ne sais pas, mais en tous les cas, la tristesse est là. Et je vous remercie de l'avoir entendu. Alors, merci Jean-Pierre. Alors, ton image n'est pas stable. Je ne sais pas si ta voiture roule ou s'il y a quelque chose, mais ça tremble un petit peu. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, ah oui, je m'appuie mieux. sur le volant. Ah, bah voilà. Donc là, c'est génial. Et puis, Par rapport à la personne qu'elle a embrassée, j'espère pour elle qu'elle n'a pas embrassé bouche, hein, pour pas faire de jeu de mots. Bon, en même temps, ce qui est important, c'est d'embrasser les bonnes idées. Alors justement, pour les idées, justement, voilà, on va réfléchir ce soir sur que ferait de mieux un chef ou un sauveur. À savoir, nous, on croit pas au chef et on croit pas au sauveur. Mais bon, on va quand même réfléchir sur le sujet. c'est le sens de la provocation dans cette phrase. Que ferait de mieux un chef ou un sauveur? Parce qu'on nous dit souvent, il faudrait que Monsieur Trump prenne le pouvoir ou que Monsieur Poutine prenne le pouvoir, allez savoir, ou que pourquoi pas les extraterrestres? Ça serait bien les extraterrestres aussi. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire, quoi? Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un sauveur peut faire quelque chose? Il y a eu dans le passé des chefs, hein, voilà, on se souvient tous, par exemple, de l'épisode de l'Empire après la Révolution française, donc avec un seul homme qui avait certes des qualités, mais il s'est écroulé et comme l'a dit De Gaulle plus tard, il a rendu la France plus petite qu'il ne l'avait prise au départ, quoi. Donc, si on fait un calcul arithmétique, on n'a pas gagné grand-chose. Voilà. Mais par contre, on parle encore de lui aujourd'hui, hein. Ça de la gloire et des souvenirs, on en a.
Voilà. Par contre, justement, tout ça, c'est loin. Et ces hommes providentiels ou pas providentiels, ces hommes qui avaient une puissance, qui avaient une autonomie et qui étaient capables, sur le simple fait de leur talent, de réunir un certain nombre de personnes également de talent qu'elle avait elle-même le talent d'aller choisir, ça fait beaucoup de talent. Eh bien, tout ça, c'est terminé parce que tous les talents, ils ont été absorbés. Ils ont été absorbés par Big Pharma, ils ont été absorbés par la recherche scientifique pilotée par les Rothschild, ils ont été absorbés par un tas de choses. Enfin, un tas de choses. Quelques familles qu'on connaît bien, qui ont trusté tout ce qu'il y avait à truster en termes d'intelligence, en termes de territoire, en termes d'énergie, etc. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve à la fin de la partie de Monopoly. Alors, il y en a un qui a tout le Monopoly, et puis tous les autres, ils ont rien. C'est un petit peu ça, quoi. Donc, il n'y a plus de la place, même pour un chef. Il n'y a plus de la place, même pour un sauveur. Alors, si, peut-être un sauveur venu d'en haut, comme je disais tout à l'heure, en plaisantant, mais pourquoi en plaisantant d'ailleurs, hein, que ça pourrait être des extraterrestres ou un personnage qui vienne parler dans notre conscient par télépathie, que je ne sais quelle autre technique. Tout est possible, ça, on est fondé à y croire. D'autant qu'on voit dans le ciel plein de choses bizarres, donc on est fondé à penser qu'effectivement, on n'est pas tout seul dans cet univers, on n'est pas tout seul tout court, et que il y a d'autres civilisations qui sont venues probablement avant la nôtre, et que le temps n'existant pas, comme disent les gens des romans, eh bien, il est possible qu'on soit pas du tout la dernière civilisation sur cette planète et qu'il y en aura d'autres prochainement ou plus tard, hein, le temps étant assez long quand même sur l'échelle humaine. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour vivre bien sur la planète sur laquelle on est né? Et on demande quoi? Ben, on demande à pouvoir vivre correctement, de pouvoir justement faire grandir sa famille. Voilà ce qu'on souhaite. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations de guerre, avec un président qui nous dit nous sommes en guerre, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, de stress. Donc toutes les personnes sont stressées dans une situation où le travail est devenu minoritaire, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins besoin de personnes pour travailler. Et elles sont de plus en plus remplacées par les automates, des robots, etc. L'intelligence artificielle, comme on nous dit, on nous promet le mélange entre l'intelligence artificielle et l'humain, ce qui est quand même quelque chose de relativement dangereux, si on veut bien y réfléchir, et qui ne fait plaisir qu'à ceux qui en parlent pour l'utiliser sur les autres, c'est-à-dire sur nous. Mais pour eux, ils y pensent pas vraiment. Je crois pas. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation de guerre, comme le disait Monsieur Macron, et puis on est dans une situation où il y a la guerre. Alors ça c'est certain. Ça, en Ukraine, on se bat sur les zéros pour savoir combien il y a de milliers de morts, si c'est par dizaines de milliers ou par centaines de milliers. Il semblerait que ce soit par centaines de milliers. Voilà. Donc, il nous faut un sauveur. Alors, est-ce que M. Poutine est en position de sauver les Ukrainiens? Bah, déjà, il leur fait la guerre, premièrement, mais je crois savoir qu'il fait surtout la guerre à leurs dirigeants, un petit peu moins la guerre au peuple, qui lui était soudé au peuple russe, pour ne pas dire mélangé au peuple russe il y a encore pas si longtemps. Et j'ai bien l'impression qu'on a agité des animosités entre l'un et l'autre, qui sont tout à fait artificielles pour le coup et qui n'ont pas lieu d'être. Et de toute manière, M. Poutine, il s'arrête là où il a dit qu'il s'arrêterait, c'est-à-dire sur les zones russes ou russophones de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire les zones de l'Est, hein, le Donbass, voilà, Loubiansk, Kharkov, etc. Et donc, un sauveur au milieu de tout ça, mais il faudrait qu'il parte en courant, parce qu'en admettant, regardons les choses de plus près, Monsieur Poutine, pour reparler de lui, il a économiquement réussi des choses extraordinaires. Et il a fait quand même, il a redressé en 20 ans la barre de son pays qui était quasiment, qui avait le PIB de la Belgique dans les années 90, produit intérieur brut de la Belgique, et j'exagère pas, hein, c'est exactement ça, en un pays qui est devenu économiquement, qui compte sur l'échelle internationale et qui compte surtout sur l'échelle de l'armement, qui est un poste évidemment important quand on souhaite se défendre dans une guerre, et qui a également un poste important sur la gestion de l'énergie. C'est-à-dire qu'il se trouve que dans cet immense pays, assez logiquement, il y a d'immenses réserves de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc il y a l'Afrique aussi qui est bien nantie, mais la Russie pas mal. Donc aujourd'hui, on les a mis au piquet en leur bouchant les sorties des tuyaux du pipelines de pétrole et du gaz. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont trouvé d'autres débouchés, notamment avec les Chinois, notamment avec
avec l'Inde, et c'est rien que ces deux pays suffisent largement à donner des débouchés économiques à un pays comme la Russie. Et donc, débouchés économiques, dit donc croissance et richesse, croissance de la richesse, ça veut dire que les Russes, qui il n'y a pas si longtemps étaient nomades et quitté la Russie pour aller trouver du travail ailleurs, comme on dit, hein, eh bien maintenant, ils sont encouragés à revenir, encouragés de fait. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont intérêt financièrement à rentrer en Russie pour y trouver le travail qui leur va bien et qui est bien payé. J'ai entendu des sommes aussi concernant le paiement des soldats russes qui se battent sur le front ukrainien aujourd'hui. Ils sont non seulement bien entraînés, non seulement très bien équipés, mais en plus, ils sont plutôt bien payés, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que l'économie de ce pays est resplendissante. Ça veut dire que monsieur Poutine, il a répondu au moins à une partie de la question. Que fait un chef, que fait un sauveur? Eh ben, il donne à manger à son peuple et il lui donne de quoi vivre correctement et il lui donne la sécurité du lendemain. Sans compter tous les avantages qu'il y a à faire des familles nombreuses. Il y a aujourd'hui des pays qui exportent des familles nombreuses en Russie et pas des pays qui sont des pays venus du froid, hein. Je pense à l'Australie en particulier où il y a des cas de familles qui ont décidé de partir parce qu'elles trouvent que la législation en Russie est beaucoup plus avantageuse pour elles qu'elle ne l'est dans un pays comme l'Australie et qui les oblige à se vacciner, entre autres, et puis qui ne leur donne pas grand-chose au bout du 3 ou du 4e enfant, quoi. Donc voilà, donc il y a des choses qui changent. Alors un sauveur, il fait quoi? Donc il fait effectivement progresser le bien-être de son peuple, ça c'est sûr. Ça, il est orienté vers la sécurité et le bien-être de son peuple. Est-ce que Monsieur Macron est orienté vers le bien-être de son peuple? Est-ce que Madame von der Leyen est bien orientée vers le bien-être de son peuple et des Européens? Bah il faut croire que non, parce que tout le monde est dehors. On a des tracteurs un peu partout qui nous expliquent que ça va pas du tout. On a des gens qui gagnent de moins en moins d'argent. On a un revenu qui baisse relativement, c'est-à-dire qu'avec l'inflation, on a perdu du pouvoir d'achat tout simplement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France et en Europe. Et la France en particulier est un pays qui n'arrête pas de se désindustrialiser en permanence, à tel point que d'ailleurs, il va bientôt être le bonnet d'âne de l'Europe et qu'on va être non seulement plus industrialisé, mais qu'en plus on aura perdu la seule valeur, je dirais, historique qui était celle de la France, qui était l'élevage et l'agriculture. Donc ces deux flèches variantes sont aujourd'hui en panne aussi, puisque il existe des territoires, et on peut les citer comme l'Ukraine, qu'on cherche effectivement à sauver aujourd'hui, qui sont capables d'inonder de blé et d'inonder de tout un tas de céréales tout le marché européen à un prix défiant toute concurrence, et même parfois avec des produits qui ne sont pas tout à fait sains et qui ne répondent pas à la norme européenne. Mais on s'en fiche, parce qu'ils viennent d'en dehors de l'Europe, ils n'ont pas à répondre aux normes européennes. Vous parlez d'une logique. Avec une logique comme ça, évidemment, c'est pas étonnant que nos chefs ils perdent, hein. Donc on n'a pas de chef, on n'a pas de sauveur, nous on a des gens qui réfléchissent, mais pas dans notre intérêt à nous. Mais imaginons les choses. Imaginons que Monsieur Macron ne soit pas le dernier de la classe qu'on est en train de dire, le crétin de service qui n'a rien vu, rien compris, rien imaginé. Imaginons que ce soit pas ça le truc. Imaginons qu'au contraire, la fin de la France soit au programme, dans la tête et dans les agendas de ces messieurs. Il faut se transposer, hein, c'est pas évident. Mais Madame von der Leyen, pareil avec l'Allemagne qui se désagrège au niveau économique, pas aussi vite que la France, tant mieux pour eux. Mais des sociétés comme Bosch, comme Mill, sont en train de déménager, quoi, tout simplement, et de licencier. Alors surtout de licencier à l'heure actuelle, hein. Et d'autres ont déjà déménagé. L'anciennement IG Farben sont désormais aux États-Unis d'Amérique. Donc les Allemands subissent de plein fouet l'augmentation, bien évidemment, du prix du gaz, qu'ils se sont infligés à eux-mêmes en refusant de travailler avec la Russie. Voilà, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et c'est vraiment le coup de fusil dans la botte, hein. C'est vraiment ça, quoi. Et aujourd'hui, donc, à quoi assiste-t-on? Donc, je reprends mon exemple. Monsieur Macron, imaginons qu'il n'ait pas fait que des imbécilités. Alors, quelle serait sa mission, si mission il y a? Ben, ce serait effectivement d'achever complètement, de détruire le tissu économique français et le tissu agricole français, de façon à faire de la France un pays failli, c'est-à-dire qui n'a plus de revenus et qui surtout n'a plus d'actifs, qui n'a plus de moyens de production. Donc là, c'est fini, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il devient, ce pays? Ben, il va sous une tutelle. On dit ça des entreprises, hein. Une entreprise, elle peut être mise sous tutelle. Ben, un pays, ça peut être mis sous tutelle. Et s'il est mis sous tutelle, ça va être la tutelle de l'Europe. Donc, ça va être le premier exemple d'un pays qui ne s'appartiendra plus et qui va être rattaché à une entité qu'on appelle l'Europe. Et là, quand je dis l'Europe, c'est tambour, trompette, tout ce que vous voulez, hein. Donc,
Ce scénario-là, il est pas complètement délirant. Et il a la vertu de mettre en avant définitivement la notion d'Europe, qui fait que c'est une entité de gens non élus, qui vont nous gouverner, qui vont obéir pour ce qui est de la partie médicale à l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est quasiment parti, hein, c'est dans les tuyaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans un changement de configuration dans lequel Monsieur Macron a cet objectif. Et à la sortie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Il aura gagné. C'est pas lui qui aura perdu, c'est lui qui aura gagné. C'est-à-dire qu'il aura mené à bien sa mission, la mission qui lui a été donnée par ceux qui sont au-dessus de lui et qui lui disent voilà ce qu'on veut faire de l'Europe à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et lui fait partie du jeu. Voilà. Imaginons au jeu de l'imagination ce qu'on peut aller chercher. Alors évidemment, il y a des imaginations qui sont plus ou moins inspirées avec des prophéties, sinon autoréalisatrices, en tout cas qui sont soufflées par ceux qui ont du succès dans leurs prophéties, c'est les mêmes qui font en sorte qu'elles réussissent leurs prophéties. Ils ont tous les moyens matériels, donc bien souvent ils sont prophètes à bon compte. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on fait. On estime qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir tirer l'enseignement et pouvoir se projeter sur l'avenir et imaginer un avenir. Alors évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est imaginer des choses qui soient dans le sens du bonheur des peuples et pas des choses qui soient dans le sens de l'intérêt de l'oligarchie. Donc, il va falloir faire en sorte que ça n'arrive pas. Et faire en sorte que ça n'arrive pas, pas évident. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Peut-être. Est-ce qu'on a besoin d'un chef? Je sais pas. Comment on fait pour se sauver, tout court? La réponse que donne le CNTFCH, c'est de dire on se sauve nous-mêmes. Il n'y a pas de sauveur, donc c'est nous le sauveur. Il n'y a pas de Dieu, Dieu est en nous. Voilà. Bon, il y a un Dieu bien sûr, mais il est en nous. C'est pas un monsieur barbu sur un nuage qui va venir comme la cavalerie dans les westerns pour nous sortir d'un pas difficile. Ça marche pas comme ça. Alors nous, on a prévu de positiver, c'est-à-dire plutôt que de se plaindre de tout ce qui va pas bien, de décrire tous les coups tordus qu'ils ont mis en place et qu'ils n'ont pas fini de mettre en place. Eh bien, nous allons faire notre propre chemin. Nous allons établir notre propre transition pendant laquelle on va établir tout ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire. Mais surtout, on va faire avancer notre propre projet. Alors, notre propre projet, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit? Donc, le fond, on va appeler politique, malgré les apparences, puisqu'il s'agit de démocratie et que la démocratie, c'est un art de vivre et c'est pas un parti politique. Eh bien, la démocratie va être notre fer de lance, va faire que nous puissions, nous, travailler ensemble dans un contexte de démocratie, c'est-à-dire de faire des choix ensemble pour le bien public. Tout ce qui est privé, ça ne regarde pas la démocratie. Et pour tout ce qui est public, c'est-à-dire les armées, c'est-à-dire les choix économiques, etc., eh bien, ce sera le modèle démocratique qui prévaudra. Et là, on fait une innovation parce que la démocratie telle que nous la connaissons, telle que nous la désirons, telle que nous la souhaitons et telle qu'elle a été définie il y a 2500 ans en arrière, c'est en particulier la non-représentation, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va être élu à la place de qui que ce soit. Ça, c'est le b.a.-ba, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, on ne vit que de ça et on se croit, on se dit, on se prétend en démocratie, alors qu'on ne l'est pas. Je dirais, le postulat de base n'est pas rempli, donc il n'y a pas de démocratie. Voilà. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais c'est une démocratie à la manière de, c'est culturel. Non, ça, c'est baratin, ça. Les démocraties, elles sont opposées à tous les autres systèmes politiques qui eux-mêmes qu'on va nommer dans un même sac qui s'appelle l'oligarchie, tout simplement. L'oligarchie, c'est le gouvernement de tous par les peu. Voilà, c'est ça, hein, l'oligarchie. Alors ça peut s'appeler tyrannie, ça peut s'appeler royauté, ça peut s'appeler monarchie éclairée si ça vous fait plaisir, ça peut même s'appeler république, il n'y a pas de raison. Hein. Donc ça s'appelle république, ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais c'est jamais la démocratie. C'est jamais cette démocratie par laquelle il n'y a pas de représentation politique, par laquelle on ne vote que pour des projets et des lois et jamais pour des personnes, par laquelle ceux qui votent ne votent qu'une seule fois. Ceux qui votent n'ont un mandat que d'1 an maximum et ne peuvent pas revenir dans le jeu politique de l'élection, du vote.
Voilà ce que c'est que cette démocratie réelle et j'allais dire et sérieuse, parce qu'on peut pas avoir une démocratie sérieuse si on a une représentation et on le vit bien tous les jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous vivons par procuration. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui dit elle vit sa vie par procuration. Bien sûr, elle la vit à travers la télévision. Donc voilà, donc, ce qui se passe à la télé, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Et ben nous, on vit notre vie par procuration également. On est exactement comme le personnage de la chanson de Goldman. Alors que si on était en démocratie, ça serait pas une procuration, ça serait une vraie vie. Ce serait nous qui vivrions ces choses-là, c'est nous qui rencontrions des ambassadeurs, c'est nous qui irions dans les pays étrangers discuter sur les accords économiques et commerciaux, c'est nous physiquement qui irions voir ces gens-là. Alors on a souvent opposé à cette démocratie l'incompétence de ceux qui seront tirés au sort, bien sûr, c'est l'argument le plus fréquent. Et cette incompétence, il s'avère qu'elle n'est pas si flagrante que ça déjà, parce qu'on a eu l'occasion nous-mêmes d'expérimenter ce genre de choses, ce genre de démocratie directe au travers de commissions qu'on avait désignées avec un sujet. On avait ceux qui savaient pas, puis les spécialistes. Et ben souvent ceux qui savaient pas apportaient des choses très intéressantes, y compris aux spécialistes. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Les spécialistes sont toujours à la recherche d'un perfectionnement, et ceux qui cherchent dans une seule direction, bien souvent subissent des inhibitions que n'ont pas les gens qui sont pas forcément très savants. Et ceux-là délivrent des clés, tout simplement naïvement ou pas naïvement d'ailleurs, parce que là ils ont le droit de réfléchir et d'être intelligents. C'est pas parce qu'ils savent pas qu'ils sont bêtes. Il y a très peu de gens bêtes. Et il faut, grâce à la démocratie, ils sont encouragés à venir devant. Voilà. Donc ce sont eux les sauveurs. On n'a pas un sauveur, on a 10, 100, 1000 sauveurs qui vont être les uns à côté des autres pour travailler dans la même direction. C'est ça qui va fonctionner demain. Voilà le projet tel qu'il doit exister. Là, qu'il soit du CNTFCH, je redis le sigle, le Conseil national de transition qui est un historique, français pardon, qui est un historique, ou qu'il soit d'un autre endroit. Excusez-moi. Tout sera bienvenu pourvu que ce soit une démocratie directe. Pourvu que ce soit une démocratie directe. Et aujourd'hui, on a rencontré des gens qui sont dans une logique où ils cherchent à rendre les politiciens vertueux. Alors ça, c'est un sacré défi. Sacré défi, ouais. Voilà, il faut être sauteur à la perche là, pour faire ça, puis avoir ces deux bacs, comme disait je ne sais plus qui. Rendre les politiciens vertueux. Alors ça a l'air un petit peu moqueur ce qu'on dit sur les politiciens, mais ça ne l'est pas en fait. On aimerait bien se moquer, mais on peut pas se moquer. Parce que nous savons depuis de longue date que on ne peut pas être politicien si on n'a pas déjà franchi un certain nombre de lignes rouges, et pas pointillées, des lignes droites rouges. Et qu'on n'est pas dans le même bain que le voisin d'à côté qui a fait la même chose, etc. Et que tout le monde se tient, comme on dit, par la barbichette. Et une fois qu'on se tient tous les uns les autres, on est tous complices de la même forfaiture, on va dire ça comme ça. Et à partir de là, on est forcément des gens corrompus. On marche à la corruption, on marche à l'argent, on marche à tout ça. J'ai l'impression que tu nous parles de l'Empire en marche. L'Empire en marche, oui. Donc voilà, toute cette allez, on va dire ce cheptel, c'est méchant ce que je dis, c'est pas un cheptel, mais ce groupe de personnes qui sont des représentants politiques, ils parlent tous à peu près de la même façon, ils s'expriment de la même façon. Il y a des codifications pour parler à l'Assemblée nationale, ou selon qu'on parle à l'Assemblée nationale, ou selon qu'on parle à la télévision, ou selon qu'on parle dans différents endroits, on s'adresse pas aux gens tout à fait de la même façon. Ils ont fait des études de communication qui ont duré des années probablement, pour être certains que ce qu'ils nous disent, ça va rentrer dans notre cerveau, ça va nous endormir ou ça va réveiller certaines choses qu'ils veulent réveiller, et ils nous téléguident. Voilà, c'est du téléguidage au travers d'une communication très très bien apprise. Donc ils ont cette force, il faut leur reconnaître. Par contre, nous, on n'est pas obligé d'être dupes de tout. On n'est pas obligé. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit stop, basta. Refaire autrement, ailleurs. Alors ailleurs, ça peut être de l'autre côté de la rue, mais pas rester chez soi, quoi. Voilà, pas rester chez soi en attendant que notre destin vienne vers nous. Il faut au contraire aller vers notre destin, et pour ça, il faut se sauver nous-mêmes. Voilà, le but c'est ça. Il faut se sauver nous-mêmes. Voilà, les sauveurs c'est nous. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Oui, plusieurs choses. Alors, un chef déjà. Je sais pas si tout le monde connaît l'expression couvre-chef, donc le chef, c'est la tête. C'est la tête. Et jusqu'à présent, tous les corps humains qui fonctionnent bien, ils ont une tête. Donc, chacun a un chef sur les épaules, et c'est son propre chef, bien sûr. Si c'est la tête du voisin, c'est plus compliqué à gérer.
Alors, première chose. Deuxième chose, le sauveur, me semble-t-il que son origine, ça veut dire le libérateur. Alors, il y a un truc qui libère l'humanité, c'est la vérité. La vérité nous affranchira, c'est dit depuis des millénaires. Mais la vraie vérité, la vérité sur soi-même, à savoir que chaque être vivant a plusieurs aspirations en même temps, et il essaye de trouver l'équilibre et de trouver l'aspiration prioritaire pour maintenant. Donc, nous sommes quelques milliards ou quelques centaines de milliards ou milliers de milliards de cellules et qui arrivent à se mettre tout le monde d'accord parce qu'il y a des priorités qui sont reconnues par toutes les cellules. Par exemple, si le cœur est en danger, toutes les cellules vont laisser la priorité à la circulation du sang dans le cœur. Parce que c'est un organe qui, s'il s'arrête de fonctionner, tout le monde s'arrête. Alors qu'une partie du corps, comme le petit doigt, il va être un peu, pour le moment, il va quand même être irrigué, mais un petit peu moins que le cœur. Donc voilà, le fait de sauver, c'est libérer. Et donc, il n'y a pas de sauveur autre que la vérité. Et que le désir de paix, par exemple. Il y a des gens qui se disent en guerre. Si eux, ils sont en guerre en eux-mêmes, c'est normal qu'ils voient la guerre à l'extérieur. Et la guerre, elle est simple. Je veux dire, par exemple, je peux me sentir fort et fragile. Et je peux rejeter l'être fragile ou l'être fort suivant les circonstances. Et s'il est rejeté, je vais être en guerre avec cette partie de moi-même. Alors, je vais être en scission et il y a une guerre extérieure, ça c'est les principes hawaïens qui disent que dans la pratique du Ho'oponopono, qui disent que si je vis quelque chose à l'extérieur, c'est que c'est déjà à l'intérieur. Donc si je vois la guerre à l'extérieur, c'est qu'elle est déjà en moi. Et la meilleure façon de la résoudre, puis, les manettes elles sont en moi-même, donc c'est de résoudre cette guerre intérieure et de donner une part égale d'amour à chacune de mes parties. Je rappelle que le vouvoiement est destiné à toutes les facettes d'un individu, puisque c'est un pluriel. Le tutoiement, c'est pour des êtres qu'on enveloppe dans leur unité plurielle, des milliards de cellules qui fonctionnent en même temps, dans un même but. Donc, à ce moment-là, on peut dire tu à quelqu'un. Et ce tu s'adresse à l'âme ou au cœur. Donc, il n'y a plus de guerre possible puisque je reconnais que moi-même, je suis des milliards de cellules qui tentent de vivre en harmonie et que je vais aussi tenter de vivre en harmonie avec mes congénères et toutes les autres espèces, quelle que soit leur forme. Alors, tout à l'heure, je me sentais triste et maintenant, je me sens plein d'espoir puisque nous avons l'opportunité de nous exprimer et de partager avec nos frères humains nos espoirs et nos forces. Alors la force, c'est jamais pour dominer quelqu'un d'autre, sinon c'est pas une force. C'est une fragilité qui fait que un individu veut dominer les autres, veut mettre son pouvoir sur l'autre. C'est juste parce qu'il sent intérieurement qu'il n'en a aucun sur lui-même. Donc, bon courage pour cela. Bon courage, ça veut dire faire avec le cœur. Hein. Donc je leur souhaite vraiment d'observer la vie et eux-mêmes avec leur cœur plutôt que de fuir en permanence et de vouloir imposer leur dictature aux autres. Merci de m'avoir donné la parole. C'est quelque chose de très précieux pour moi puisque ça me permet d'apporter ma contribution à la vie. Puisque j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu la vie, je vais tenter aussi d'apporter ma contribution et c'est ce que je fais maintenant. J'espère avoir contribué un tout petit peu à votre réflexion et je vous remercie de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on approche de la fin de la session? Ah oui, on est proche de la session. Et pour la terminer, je vais en rajouter une petite couche, hein, si vous me le permettez. Le meilleur médicament, c'est soi, et les meilleurs sauveurs, ce sont nous tous. Vous, Philippe, Jean-Pierre, moi peut-être un peu, nous tous par exemple. Voilà, c'est très bien comme ça. Merci à vous de nous avoir consacré cette petite demi-heure. Prochain rendez-vous avec l'information et le Conseil national français de transition canal historique. Ce sera mercredi aux alentours de 19h30. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée.